Bonjour et bienvenue sur Plan B. Je suis Cyrus Farangui et je reçois Karim Megerbi. Bonjour Karim. Bonjour Cyrus. Karim, tu es fondateur d'une plateforme d'origination de projets d'énergie renouvelable et tu es assez actif dans des institutions internationales comme IRENA qui défendent, on va dire, les intérêts de l'industrie des énergies renouvelables. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Tu m'as remarqué comme étant plutôt sceptique envers les énergies renouvelables. C'est un sujet où j'ai fait beaucoup de va-et-vient. À une époque, je travaillais pour cette industrie en tant que consultant. J'écrivais même des papiers, des études pour défendre avec beaucoup de conviction cette industrie, des études disant que voilà, ça créait beaucoup d'emplois, ça avait beaucoup de potentiel pour réduire les émissions de CO2. J'ai eu un petit peu plus une réaction de rejet par la suite en voyant qu'avec tout ce qui avait été investi, ça ne représentait que encore une part faible de l'approvisionnement énergétique mondial, et puis une prise de conscience plus aiguë des problèmes, des freins physiques dont on va aussi parler. Bon, là-dessus. Et puis, j'ai rencontré aussi des gens comme toi qui m'ont suggéré que bon, certains arguments des gens sceptiques envers les renouvelables étaient obsolètes, et tu vas nous en parler. D'autres arguments peuvent s'entendre, mais l'industrie est en voie de les résoudre et en voie de faire des progrès. Et si je t'ai invité, c'est que c'est aussi parce que tu as un œil très très attentif sur les études scientifiques sur le sujet, des études comme celle d'Olivier Vidal sur le risque de criticité de métaux, dont on va parler. Donc tu as une vision assez large du sujet. Donc comme moi, comme d'autres, tu fouilles, tu regardes des études, tu essaies de te faire un avis, mais tu es aussi très actif dans ce secteur. Et puis, ce qui m'a plu aussi dans ton approche, que je ne retrouve pas forcément chez tout le monde, c'est que tu vois ça, donc le développement des renouvelables, comme étant nécessaire d'être couplé avec une démarche de sobriété, de transformation sociale. Donc, ce n'est pas, on va dire, le technosolutionnisme magique qu'on peut trouver chez d'autres. Et c'est une approche qui m'a bien plu, qui m'a aussi amené à un peu revoir mes positions sur le sujet. Voilà. Donc, merci beaucoup, Karim, d'accepter cette invitation. Et sans plus tarder, je te laisse te présenter ton métier et quelques mots sur ton parcours. Merci Cyrus. Bah, écoute, déjà ravi d'être là. C'est vrai que c'est sympa de pouvoir échanger. Euh, bon, écoute, rapidement peut-être sur mon parcours. Euh, donc moi, je suis issu d'une école de commerce, HEC, et puis j'ai un DEA en économie de l'environnement. Et puis j'ai travaillé j'ai fait différents métiers. Je travaille dans des ONG et le PNUD aussi, sur de la microfinance et microassurance sur le continent africain. Ça, c'était mes premiers jobs, on va dire. Et ensuite, je travaillé dans la banque, dans le financement de projets, donc financement d'infrastructures. Donc ça, le financement de projets, c'est un des, je dirais, une des grandes branches du financement c'est comme ça qu'on finance beaucoup d'infrastructures, que ce soit autoroutes, que ce soit même de l'énergie, enfin tout. Et je me suis spécialisé dans l'énergie. Alors au début, j'ai fait du pétrole, gaz, de lignes de transmission. On avait même d'ailleurs à l'époque regardé un projet nucléaire au Canada, mais ça ne s'est pas fait en financement de projet. Euh, et puis rapidement, je me suis spécialisé dans les énergies renouvelables. Donc là, on parle de 2005-2006. Donc c'est vraiment le tout début, le tout début du solaire, puisque c'est ce qu'on appelle les feed-in tarifs, les tarifs de rachat qui ont été mis en place en Europe, hein, qui sont un petit peu le T0 du développement du solaire, hein, massif. Donc je travaille voilà, beaucoup dans le solaire, éolien, etc. Donc, à financer ça. Et puis après, j'ai voulu, entre guillemets, mélanger mes deux intérêts, qui étaient à la fois le développement, on va dire, humain, social sur les marchés émergents, et puis la capacité de faire des financements de gros projets d'infrastructure. Et je trouvais que les renouvelables, ça se prêtait bien. Alors à l'époque, c'était assez coûteux. Donc du coup, tu avais une sorte de capital en fait qu'il fallait investir. Et mon idée, c'était de pouvoir mettre dans ce capital des activités sociales et donc de pouvoir mélanger un peu les deux. Donc, ça ressemble à quoi ça ressemble à, par exemple, mélanger de l'insertion sociale, de l'agricole. Voilà. Donc, du coup, j'avais créé deux sociétés. Une société qui faisait du conseil financier
où ça, au bout de 2 ans, bon, j'ai revendu mes parts, ça s'est très bien passé. Mais ce qui m'intéressait plus, c'était le développement de projets purs. Donc, j'ai fait vraiment du développement de projets. Alors, c'était surtout sur le continent africain, dans une vingtaine de pays, et puis sur la Caraïbe. Donc, tout c'était Haïti, etc. Donc, Haïti, d'ailleurs, au moment où il y a eu le earthquake, Tremblement de terre. voilà, le tremblement de terre. Donc, voilà, j'étais là-bas, on discutait un peu comment aider sur la partie énergie. Et puis sur l'Afrique, ça consistait, je dirais, à l'époque, le coût de kilowattheure du solaire était quand même encore un peu cher. Alors, c'est vrai que sur le continent africain, l'électricité est très chère, mais bon, quand même, il fallait toujours expliquer que dans ton portefeuille de mix énergétique, avoir du solaire, c'était une sorte de couverture contre les aléas du pétrole, etc. Donc on expliquait ça, ça prenait énormément de temps, hein. Le temps de développement moyen en Afrique, c'est 7 ans, hein, un Ah oui. projet, hein, même un petit projet, hein. Et donc voilà, donc j'ai fait ça pendant des années, puis ça a pas mal marché. Mais après, donc j'ai voulu, comme j'avais un peu appris sur le tas, tu vois, banque, microfinance, développement, donc je me suis dit, tiens, donc j'ai cédé ma société. Et puis j'ai rejoint une équipe à Dubaï, là où je suis actuellement, qui était en fait la plateforme active sur l'Asie centrale et sur l'Afrique d'un investisseur français, une société qui s'appelle Total RN. RN étant une sorte de ce qu'on appelle IPP, Independent Power Producer, Mhm. c'est une sorte d'EDF, quoi, mais en plus petit, quoi. Enfin, un vendeur d'électricité, voilà. C'est un vendeur d'électricité indépendant, d'accord, donc qui investit, qui développe et qui vend de l'électricité dans différents pays. Donc eux, ils ont 3 et quelques gigawatts, et donc nous, on travaillait pour développer leur activité sur l'Asie centrale. Donc ça a été essentiellement Kazakhstan, beaucoup, Ouzbékistan, on a fait d'autres projets, et puis sur le continent africain, beaucoup en Égypte, etc. Donc je fais ça pendant quelques années. Et ensuite, la plateforme, on l'a arrêtée. Et moi, j'ai voulu continuer à me spécialiser, donc c'est mon activité actuelle, dans un segment qui est un peu particulier, qui est l'origination. Alors, l'origination, ça veut dire quoi? Alors, c'est un mot un peu bizarre, je suis originator. Donc, c'est pas Terminator, ça, disons, je regarde un peu ce qui se passe sur les marchés, les évolutions réglementaires sur les énergies renouvelables, hein, toujours. Donc, les évolutions réglementaires, les évolutions technologiques, comment vont se développer un peu les mix, etc. Et donc, en disant, bah, tiens, voilà, sur tel pays, il y a des opportunités de faire des projets. Alors, sur les projets, ça peut être soit des développeurs qui sont déjà actifs, hein, qui ont tu vois, qui ont des terrains, qui sont en train d'obtenir des permis de construire, des permis de raccordement, etc., et qui ont envie d'avoir un peu plus de muscles, on va dire, avec les investisseurs. Mhm. Ou bien ça peut être des projets qui sont en cours à partir de zéro, donc c'est vraiment la discussion avec un gouvernement. Bon, voilà, il y a des projets. Est-ce que vous voulez faire 100 mégawatts, 150 mégawatts, 1 gigawatt de solaire, bon, voilà. Ou bien des projets en construction et en opération. Alors ça, je l'ai fait parce que, si tu veux, c'est un peu des opérations, on va dire, entre guillemets, financières, au sens où si toi, tu investis dans des projets qui sont en construction ou en opération, tu ne crées pas de nouvelles activités. D'accord, c'est un actif qui est existant déjà, et donc tu n'ajoutes pas un nouveau mégawatt. Mais je le fais parce que les gens avec lesquels je travaille, c'est beaucoup des industriels et des développeurs qui en fait recyclent leur argent au sens où ils ne construiraient pas s'ils ne savaient pas qu'ils pourraient faire un exit et puis et après ils remettent au pot. Donc ça fait partie de tout ce segment qui en fait où l'argent tu vois évolue et pour faire plus de renouvelables. Donc c'est pour ça que j'aime aussi cette activité. Donc ce que je fais c'est ça, c'est que je regarde un peu ça, j'identifie des projets et puis je travaille avec quelques investisseurs, dont un investisseur stratégique qui reste Total RN, et à développer donc soit des joint ventures, soit une acquisition de projet, etc. Voilà. Donc Alors, c'est vraiment la l'huile partie dans les très rouages. amont. Tu mets de l'huile dans les rouages, tu Voilà. vois, tu fais se rencontrer les gens, tu les conseilles, tu Voilà. orientes. Ouais, d'accord, d'accord, Mais d'accord, aussi l'identification, surtout. C'est ça qui me prend beaucoup de temps, c'est identifier d'accord. les projets et savoir quelles sont les bonnes opportunités. Voilà. D'accord. Tu dois identifier les emplacements, les pays, les Ah non, technologies. ouais, c'est plutôt, oui, alors c'est plutôt, je donne un exemple, je sais pas, Ouais.
je vois qu'il va y avoir un appel d'offres dans tel pays, ça va être un appel d'offres assez local qui n'est pas très connu parce que moi, j'ai des amis là-bas qui me disent, tiens, il va y avoir ça. Donc, j'essaie de positionner en disant, ah, bah, comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut des terrains, etc. Donc, je travaille avec le partenaire local à préparer. Mais ça peut être aussi, je ne sais pas, par exemple au Vietnam, il y a eu un grand boom, hein, il y a eu 7 gigawatts d'installés en une année. Enfin, c'est absolument énorme ce qui s'est passé là-bas. Or, il y a une très grande complexité à travailler puisque les documents de vente d'électricité sont en fait pas adaptés à des financements bancaires internationaux parce que certaines clauses ne le permettent pas. Et puis, il y a tout un, je dirais, un écosystème local qui est extrêmement compliqué. Donc, mon but, c'est par exemple, comme j'ai des amis là-bas, des industriels ou des développeurs, je regarde un peu comment pouvoir structurer une transaction, tu vois, quand tu es un investisseur international qui cherche à rentrer sur ce marché. Donc, est-ce que tu peux avoir de la banque locale? Est-ce que tu peux, tu vois, comment tu fais ton acquisition, ton partenariat avec le développeur local? Quelle est sa valeur ajoutée? Quels sont les problèmes réglementaires que tu peux avoir, que ce soit sur le code, je sais pas, des terrains, le code de l'énergie, tu vois, tout un tas de trucs, donc tous les risques. Et puis évidemment aussi, je dirais, le marché réel, c'est-à-dire à la fois les problèmes de connexion au réseau, comment le réseau va évoluer, parce que c'est des projets qui sont sur 20 ans, tu vois. Donc tu vends de l'électricité sur 20 ans. Donc, il ne s'agit pas de dire, ah bah, voilà ce qui va se passer sur 20 ans, évidemment. Ce serait fantastique si mais il faut donner, je dirais, une étude raisonnable pour comprendre où est-ce que tu mets les pieds. Disons, quelle est la direction que prend ce marché? Est-ce qu'on va réinvestir dans les réseaux? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes, ce qu'on appelle des phases de curtailment? C'est l'électricité qu'on ne peut pas vendre parce qu'il y a des blocages électriques. Parce que ton réseau, tu peux le mettre en pagaille à cause de ton intermittence. Il y a trop d'énergie solaire au même endroit, ou tu vois, des problèmes de connexion. Donc, comment le Vietnam va évoluer là-dedans? Et puis aussi, les autres actifs, puisque par exemple, tu vois, le Vietnam a voulu investir sur le charbon. Et donc la question, c'est, moi, avec mon kilowattheure solaire, comme je dois vendre de l'électricité sur 20 ans et qu'en plus j'ai un contrat d'achat d'électricité qui présente un certain nombre de risques, est-ce que dans 10 ans, on ne va pas venir me voir et dire, ah ben écoute, mon ami, moi j'ai un super truc de charbon là, j'ai mon machin de gaz, donc bon, ton solaire, c'est gentil. Ou bien l'inverse, c'est-à-dire, ah ben là, le solaire, c'est tellement génial que ça écrase tous les autres actifs. Et c'est plutôt ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Mais bon, ça, on peut en parler. C'est exactement le point que je voulais qu'on aborde ensemble maintenant. Alors, on va parler effectivement des développements actuels du marché mondial, surtout sur le photovoltaïque solaire et l'éolien, sans trop peut-être s'apesantir sur le cas de la France, où il y a déjà largement assez de gesticulation dessus sur Internet et ailleurs. Et je pense que ça vaut le coup un petit peu de se dire aussi de temps en temps, il n'y a pas que la France dans le monde. On va parler aussi de la question du risque de métaux critiques, la question pour les aficionados de l'IROI, du taux de retour énergétique, où est-ce qu'on en est en termes de travaux sur le taux de retour énergétique du solaire et de l'éolien, la question de l'intermittence et du stockage, donc on ne va rien éluder, et puis la question de la sobriété, de la transformation sociale qui doit accompagner la transition énergétique dont on est en train de parler ici. Si on parle des développements actuels du marché mondial, je pense ce qui intéresse, ce n'est pas tellement quels sont les chiffres actuels exactement sur la part du solaire et de l'éolien dans le mix électrique mondial, dans le mix énergétique mondial, etc. Ce qui m'intéresse, que tu nous exposes dans ta vision, quels sont les signaux potentiellement prometteurs actuellement qui suggèrent qu'à l'avenir, disons dans 10, 20 ans, le solaire, l'éolien pourrait déjà remplacer de manière significative le gaz et le charbon, donc les principales sources d'électricité d'origine fossile. Donc ça, je pense, c'est le chantier prioritaire. Voire à terme se substituer au pétrole en fournissant l'électricité des voitures électriques, que sais-je. Mais voilà, quelles sont selon toi les opportunités immédiates qui laissent penser que les énergies renouvelables sont sur le point de vraiment décoller et on va dire de débarrasser du CO2. Ok. Alors déjà, je peux partager ma vision. Juste un point, c'est que tu sais, au début, tu disais que comme j'avais une activité au sein de Arena, qui était un peu on va dire une sorte de défenseur industriel des renouvelables. Alors, avant justement de préciser ma vision, j'aimerais justement un peu clarifier ça, parce que
pendant des années, tu as eu l'Agence internationale de l'énergie, d'accord? L'Agence internationale de l'énergie, où d'ailleurs j'ai participé aussi avec d'un groupe de travail qui s'appelait Energy from the Desert. C'était le plus grand programme solaire à l'époque, et il y avait des groupes de travail. Et donc, chaque pays pouvait détacher quelqu'un pour le représenter dans ce groupe de travail. Donc, moi, j'ai travaillé c'est-à-dire à côté de mes activités, pendant 6 ans sur ce programme de recherche où on était avec une vingtaine de pays à réfléchir sur des grandes centrales dans le désert et comment ça peut, je dirais, aider à faire cette transition énergétique, c'est-à-dire moins dépendre en fait du pétrole. Donc, ça a donné, par exemple, en Chine, des grands programmes de gigawatts dans le désert de Gobi. C'est un peu, donc le AIE qui était quand même très pétrole-gaz, hein, et puis très OCDE. D'accord. Et donc, quand les renouvelables ont commencé à bien, enfin, il y avait une direction qui se prenait un développement des renouvelables. En fait, ce qui a été créé, c'est ARENA, qui est une sorte de pendant de l'AIE, d'accord, mais uniquement renouvelable et qui a été créé à Abu Dhabi parce qu'il y a un prisme marché émergent, marché du Sud, si tu veux, d'accord. Donc, IRENA, ce n'est pas un défenseur de l'industrie renouvelable, ce n'est pas une association, c'est une sorte c'est une institution, et comme l'AIE, mais version renouvelable et version plus pays émergent, d'accord. C'est un peu ça. Donc moi, je dis ça parce que je ne suis pas défenseur de l'industrie renouvelable, d'accord. Surtout, alors, un peu quand même. Alors, en parlant de l'AIE, un graphique que tu as partagé qui m'avait assez marqué, où tu disais, bon, effectivement, la part des renouvelables dans le mix énergétique mondial, elle est ce qu'elle est. Ceci dit, regardez les projections de l'AIE en 2000 sur ce qu'il prévoyait, par exemple, sur la part du solaire. Et les ENR ont largement déjoué les pronostics que faisait l'AIE dans les années 2000, où ils prévoyaient que la courbe en serait là, mais on est beaucoup plus haut que ça. Donc voilà, la courbe, elle était quasiment droite, et puis maintenant, en fait, elle est comme ça. Donc, là, il y a un début d'exponentiel. Chaque année, c'était la même chose. Voilà, chaque année, c'est la même chose. Mais on a tous fait ces erreurs. Hein. Tu regardes mes chiffres de 2011, de mes projections de kilowattheure. Sur ces questions-là, l'histoire montre qu'on est quelque part entre les pessimistes et les très optimistes. Voilà. Bon, pour faire simple, quoi. On se retrouve toujours entre deux. Non, mais je te laisse effectivement développer sur ce que tu perçois comme signaux encourageants. Donc maintenant, l'idée, voilà. Donc pour moi, l'idée, ce qui est intéressant, je vais clarifier, c'est que en général, on regarde le passé pour expliquer le futur. Et donc on dit, voilà comment nos sociétés ont évolué pour combattre le changement climatique. Il y a eu les COP, il y a eu etc. Et donc, à côté de ça, tu cales une sorte de développement des renouvelables et tu dis, voilà, bon. En fait, il y a une rupture, selon moi, et c'est là, c'est un peu cette vision du marché que j'aimerais partager et qui du coup, rend difficile l'analyse basée sur le passé. Je ne dis pas que ça n'a pas de valeur, parce qu'il y a un intérêt, notamment sur les questions de déploiement technologique et le temps que ça peut prendre, etc., où là, on peut apprendre, ça c'est clair. Mais par contre, il y a une différence fondamentale. Alors, la différence, c'est que en 2005, donc, il y a eu des tarifs de rachat qui ont été mis en place en Europe, d'accord. Donc, ces tarifs de rachat, ça veut dire je rachète votre électricité, tu mets des panneaux solaires et que tu raccordes au réseau et je te rachète l'électricité à tel prix. D'accord. Et donc, forcément, les gens, tu fais ça pourquoi? Parce que ça attire des investisseurs qui vont du coup construire des centrales solaires et qui vendent l'électricité et ils vont gagner des dividendes à travers ça. Et puis, le constructeur gagne son argent et puis celui qui a des terrains gagne son loyer, etc. D'accord. Et en fait, les tarifs ont été assez élevés d'ailleurs. Et ça a fait, très rapidement, ça a pris en fait. Très rapidement. Donc il y a eu un développement technologique et de capacité qui a été très rapide, d'accord, et qui était trop rapide et que personne n'a anticipé. Personne n'avait anticipé en Europe, dans le monde, la rapidité avec laquelle, premièrement, les capacités vont se déployer et deuxièmement, les coûts diminueraient. Donc tout le monde s'est planté, quasiment. Et donc, les États, par exemple, c'est ce qui t'explique qu'en Europe, au début des années 2010, tu as eu un arrêt quelque part du développement parce que les gens ont dit, oh là là, mes prix de rachat sont très chers,
ça commence à peser sur mes budgets. Si ça continue sur cette même tendance, mon état, enfin, je vais être ruiné, quoi. Je vais acheter mon électricité très très cher et c'est pas possible. Et donc, c'est ce qui explique que tu as eu tout un tas de lois, par exemple en Espagne, qui est une loi rétroactive même, hein, avec une taxe qui a dû être payée pour essayer de récupérer de l'argent. En France, on le fait maintenant, là. D'ailleurs, c'est trop tard. Hein, je ne sais pas pourquoi on fait ça maintenant. Mais bon, voilà. Et en Italie, pareil, etc. En Bulgarie, pareil. Les gens se sont dit, voilà, mais ça commence à exploser, c'est pas possible. Donc, l'industrie, on va dire, européenne qui s'était bâtie autour de ça, on a beaucoup souffert. Par contre, l'industrie chinoise, elle, a complètement explosé Ouais. pour essayer au maximum de baisser les prix. Et il y a eu une course à la baisse des prix pour justement se dire, l'industrie s'est tout de suite dit, je ne peux pas vivre avec mes tarifs de rachat, mes feed-in tarifs. Je ne vais pas survivre comme ça parce que j'ai un risque politique qui est trop important. Et donc, ma logique, c'est de rentrer dans une compétitivité de marché. D'accord. Donc, c'est cette logique-là depuis 2011. Quoi, hein. Depuis 2011, l'industrie n'a qu'une seule chose en tête, c'est de se dire, mon compétiteur, c'est le mix énergétique où je dois être en dessous du prix moyen spot, en dessous de ceci, en dessous de cela. Donc, ça fait 10 ans que l'industrie travaille là-dessus. Et donc, le marché, petit à petit, comme l'Europe s'est un peu essoufflée, les développeurs qui avaient donc gagné de l'argent, développé des projets, une expertise, des équipes, ils ont commencé à aller partout. Donc, tu as eu Afrique du Sud, Amérique latine, États-Unis, il y a eu le Japon avant, etc. Donc, ça a commencé à faire tache d'huile avec des compétences locales et des marchés qui se sont structurés, comme l'Inde, par exemple, qui est un marché à part entière. Voilà, donc, au début, il y avait des plateformes de partenariat entre des investisseurs internationaux et des investisseurs indiens. Et de plus en plus, on voit des plateformes indiennes, quoi. Hein. Et puis, voilà, il y a des producteurs de panneaux, etc. Donc, ces marchés-là commencent à devenir global. Et donc, du coup, tu vois ces prix qui diminuent énormément. Donc, Pour donner des la indications, par différence, exemple, le coût du photovoltaïque solaire en moyenne dans le monde, quoi, ça se vend bah, dans y des a pas, contrats à c'est 30 pas euros le facile de dire une mégawattheure moyenne. et Oui, non, mais je dirais 30-40. Je dirais 30-40 30-40. et il y a des Voilà, cas 30-40, c'est exceptionnels où plus ça simple. commence à atteindre 10 euros le À mégawattheure. 10, Bon, voilà, voilà, c'est voilà. 10 fois moins qu'il y a 10 ans, des choses comme ça. Enfin, c'est Voilà, descendu c'est très ça. vite, quoi. C'est une baisse de plus de 90%. Voilà. Ouais. Et surtout, c'est arrivé à un point de l'électricité, de coût, où en fait, c'est le coût le plus faible qu'on ait jamais eu en production d'électricité. Alors après, Tu c'est vois, pas le même service jamais. rendu que l'électricité d'une centrale à charbon Voilà, ou à voilà, gaz mais qui t'en je veux dire, vend ce quand tu flux, veux, bien quoi. sûr, voilà. C'est Voilà, pas et on la va en même parler de ça. électricité, on va dire. Ouais. On va en Mais donc, reparler. ce flux de kilowattheures, donc ce flux, n'a jamais été aussi peu cher. Ouais, oui, D'accord. oui. Donc, C'est vrai. c'est à 10 centimes ou je sais pas quoi. Ouais, Donc, du c'est coup, vrai. ça change tout. Donc, quand on regarde le passé en disant, voilà, c'est difficile de combattre les émissions, Hmm. mais là, on est dans une logique qui est différente. Parce que Ok. la première chose, c'est que c'est la première fois que nos pays se disent on va remplacer une énergie par une autre. D'accord. C'est Mhm. la logique. Hein. La logique, c'est de dire je ne vais plus investir dans le gaz ou dans le charbon ou je ne sais pas quoi, et puis je vais mettre des énergies renouvelables. Donc il y a cette logique de remplacement hein, pour lutter. Et puis, il y a cette logique d'électrification, Mhm. hein, puisqu'on va changer en fait le vecteur qui est que ce soit le pétrole pour les transports, tu vois, Ouais. etc. Donc Et se donc, on va débarrasser des changer tout chaudières ça. fuel, les remplacer par des chaudières Voilà, électriques, grosso bah, modo, c'est la voilà, base, voilà. ça c'est le plus facile. Mais Et après, donc, si tu veux, c'est ça mon monde, d'accord. hmm. Et si c'était que des obligations politiques, en fait, ce serait un peu complexe parce que du coup, on se demanderait comment financer ça. Aujourd'hui, alors c'est un avantage, un inconvénient aussi, on en reparlera, mais aussi aujourd'hui, la logique, c'est de dire, j'ai un coût tellement faible de ces énergies renouvelables qu'en fait, ça va déstabiliser tous mes marchés. C'est ça la logique aujourd'hui je dirais, de transition énergétique, qui est de dire, et c'est pour ça on va mettre de côté, on va pouvoir reparler du service rendu, mais il y a cette logique où je suis par rapport au Vietnam, j'ai mon mix énergétique, j'ai une croissance de la population, je dois faire des infrastructures, etc. Donc j'ai un besoin d'énergie, j'ai un besoin d'électricité, mais aussi d'énergie. Donc qu'est-ce que je vais faire? Et il y a deux choses. La première chose, c'est sur la partie électrique, je vais regarder comment faire un mix optimisé. Et aujourd'hui, quand tu as un prix de kilowattheure aussi bas, au-delà même des questions de réseau, etc., bah, tu as un taux de pénétration forcément
qui est assez élevé des renouvelables parce que tu veux tirer profit en fait de cette électricité qui est peu chère au maximum et après te dépatouiller en gros sur les réseaux, on pourra en parler. Mais grosso modo, c'est ça. Donc du coup, ça veut dire que quand je fais un choix d'un nouvel investissement, bah, aujourd'hui, 90% des centrales électriques qui se connectent dans le monde, ce sont des énergies renouvelables. 90%. Donc, tu vois, le monde entier, tu as des centrales électriques. 90% de ces machins, c'est des énergies renouvelables. Alors, D'accord. comment tu comptes? C'est Donc, 90% des capacités, 80% en des capacité, unités? oui. Capacité, Ouais, ok. en capacité. Pas en D'accord. flux. Voilà, voilà, pas en flux. Et Mais pas tu en vois, unité de en flux, production, et pas en tu vois, unité en de. flux, C'est pas une voilà, éolienne voilà. égale une centrale à charbon, c'est vraiment en capacité. Ok. Voilà, exactement. Mais Ouais. tu vois bien, je veux dire, Ouais, je si comprends, je tu comprends. parles en flux, 90%, c'est vraiment très important. Donc, Ouais, ouais, et ok. donc ça, voilà. Et la deuxième chose, c'est que sur mes centrales existantes, d'accord, Hmm. je prends le cas de l'Inde, par exemple, où j'ai des centrales charbon, un peu plus Ouais. de centrales charbon. Le problème, c'est que quand tu vends une électricité qui est, je sais pas, à 40 ou 50, et que tu vas avoir un flux d'énergie qui arrive, par exemple, à 30, Hmm. eh bien, sur les marchés, sauf si tu as des contrats qui sont fermes, comme ce que tu as en Inde, c'est pour ça que c'est un peu Mhm. compliqué. Mais par exemple, aux États-Unis, c'est typiquement c'est ça, c'est des contrats de marché, tu vois. Ouais. Bah, c'est plus compétitif, tu vois. Et donc, ça se ferme petit à petit. Ça veut dire, Donc, il y a alors, deux ça se impacts. ferme ou on réduit le temps de Non, il y a fonctionnement les des deux. centrales à Alors, il y a les charbon? Ouais, deux. ouais, il y a les deux. Bah, Ok. il y a les deux, justement. Ok. C'est ce qui explique, par exemple, alors, je prends l'exemple de l'Europe, 50% des propriétaires de centrales charbon, ils perdent de l'argent en Europe. Mhm. Mhm. Ouais. Donc, si tu veux, pour toi, c'est très difficile de se dire, OK, je vais continuer. Donc, c'est ça la logique aujourd'hui. Hein. La logique, c'est que les renouvelables, à la fois, ça devient tu vois, c'est intéressant d'investir dedans. Et deuxièmement, ça déstabilise les marchés actuels et c'est censé, hein, Ok, non, voilà, non, mais c'est très bien. c'est censé fermer. Il y a une rupture importante qui est donc les prix de plus en plus infimes, et peut-être qu'ils vont encore baisser d'ailleurs, Mais ouais. puisque à mesure que l'industrie passe à l'échelle, voilà, les coûts baissent. Est-ce qu'il y a des ruptures technologiques qui sont quasiment prêtes à l'emploi au sens, bon, il y a les éoliennes onshore classiques, bon, peut-être des mâts plus grands, des capacités plus élevées. Il y a les panneaux photovoltaïques, on va dire classiques, et c'est surtout ça qui est déployé dans le monde aujourd'hui en éolien et en solaire. Après, voilà, il y a le solaire à concentration, encore plus embryonnaire. On parle de panneaux solaires souples. Bon, est-ce qu'il y a potentiellement des nouvelles entre guillemets, inventions, donc des ruptures techniques à venir qui fait que les futures capacités solaires et éoliennes prendront pas la même forme que celles qu'on déploie massivement aujourd'hui? Ou est-ce qu'en gros, on se dit, bah non, mais là, entre aujourd'hui et 2040, 2050, c'est surtout les panneaux photovoltaïques actuels et les éoliennes actuelles qu'on va déployer, peut-être en faisant un peu des progrès techniques sur ça. Mais en gros, les technologies d'énergie renouvelable des prochaines décennies, c'est ces deux-là, ou pas. Oui, ben, alors, en fait, donc sur les renouvelables, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une assez bonne visibilité sur l'évolution technologique. Mhm. C'est que, en fait, tu sais, l'industrie, elle prévoit beaucoup, enfin, elle prévoit, on va dire, à 10 ans au moins. Mhm. Et puis, tu as des nouvelles technologies qui sont dans les bacs, qui sont prévues pour 15, voire plus loin. D'accord. Comme quoi, par exemple, Et enfin, c'est quoi qu'est-ce qui est dans les alors, bah, cartons qui par pourrait. exemple, ce que tu avais, c'était les perovskites, tu vois. Les perovskites où on se dit que c'est une technologie qui va déjà consommer beaucoup moins de matériaux, qui aura des rendements assez élevés et qui pourront aussi être. Enfin, c'est des cellules très fines. Hmm. Donc après, moi, je ne connais pas trop les applications de là où ça pourra être amené, les perovskites, D'accord. c'est-à-dire au sens où est-ce que ça pourra se déployer massivement. Donc ça, on verra, parce il y a des questions justement de durabilité, tu vois, sur ces nouvelles technologies. Hmm. Et donc, on va voir un peu, on va voir un panneau, tu vois, quand est-ce qu'il va sortir. Donc, j'espère qu'il va sortir l'année prochaine. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner, et si ça tient 20 ans, si ça peut se déployer massivement, parce que c'est un peu ça la logique hein, de ces secteurs. La logique de ces secteurs, comme on a dit, c'est vraiment le déploiement massif. C'est ça, parce que Mhm. ça baisse les coûts et c'est utilisé, je dirais, il y a une sorte de c'est utilisé par tous les pays. Donc c'est ça le but, la logique du truc, c'est que ce soit vraiment utilisé partout pour s'utiliser. Donc
D'accord. Si du coup tu restes dans des segments, tu vois, voilà. Donc perovskite, on va voir. Et puis sinon, c'est sur la technologie cristalline. Donc c'est ce qu'on a actuellement, du silicium, où là, il y a à chaque fois une réduction en fait de l'épaisseur de la cellule. Mhm. Après, maintenant, on les coupe. Donc pour réduire encore, donc des fois, c'est divisé en 2, 4, 6 maintenant. Donc on va en utiliser de moins en moins, d'accord. Après, tu as des questions de rendement aussi. Alors là, pour les rendements, si tu veux, quand tu butes sur un rendement, eh bien, tu vas avoir une couche supplémentaire où tu vas changer ton matériau que tu déposes en fait sur la couche qui a la propriété en fait de faire de l'électricité. Mhm. Mhm. Désolé, moi je suis pas trop scientifique, mais qui a cette propriété d'absorption en fait de ta lumière quoi, et qui crée D'accord. ce voltage-là. Donc, il y a différents matériaux. Et donc, par exemple, tu as ce qu'on appelle les hétérojonctions. Donc, ça veut dire que tu vas rajouter, tu vas redéposer. Donc, c'est des gaz, tu vois, c'est du gaz, je pense, ça s'appelle gaz rare, ou que tu fais en déposition plasma, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu balances des ions et tu vas prendre le matériau qui est dans le gaz que tu déposes sur la cellule. Alors, s'il y a des scientifiques qui nous écoutent, là, j'espère que ce n'est pas trop une hérésie ce que j'ai dit. Mais grosso modo, c'est des couches de matériaux un peu différents qui ont des propriétés d'absorption de la lumière un peu différentes et du coup qui te permettent d'augmenter les rendements. D'ailleurs, on pourra en parler parce que une des questions que je me pose, c'est l'évolution, si tu veux, du recyclage de ça, par exemple. Mhm. Parce que Ah oui, on va en parler. voilà, c'est très bien d'augmenter les rendements, mais aujourd'hui, mais il faut aussi se poser la question du recyclage. Alors, des gens à qui je pose la question, hein, des chercheurs et scientifiques qui me disent non, non, mais t'inquiète, Karim, on va pouvoir décaper, machin. Bon, ok, fine. Bon, moi, je ne suis pas scientifique. Si tu me dis que c'est possible, c'est possible. Mais je pense que c'est des pistes de recherche qui sont intéressantes de se mettre vraiment dans une logique où il y a quand même il y a, il y a, il y a il y a une empreinte matière, si tu veux, de toutes ces activités. Et Ouais. donc, il faut absolument se mettre dans une logique de volume et donc de réduction. Et j'insiste, c'est pour ça que je parlais un peu de l'historique. C'est qu'en fait, quand tu regardes l'historique, c'est très récent. Tu vois, c'est entre 2000, tu vois, 2005, un feed-in tarif, 2010, une internationalisation, et c'est là 2020 que les coûts. Et donc, en fait, l'ensemble des chercheurs, et donc pour ça, ça pourra relier avec le ROI, etc., l'ensemble des chercheurs, que ce soit même biologistes, hein, c'est-à-dire par exemple l'impact sur la faune, Mhm. l'impact sur les sols, etc., et bien tous ces chercheurs-là, il y a 10 ans, n'avaient pas prévu, pas, les gens ne se disaient pas, tiens, mes énergies renouvelables, ça va faire 70% de mon mix, comme le rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui est sorti là sur un 1,5 degré, si tu veux. Mais c'est à peu près ça, tous les rapports dans le monde montrent qu'en 2050, y compris GIEC, hein, quand tu regardes les différents scénarios du GIEC, etc., c'est vraiment tous les scénarios te disent qu'à partir, enfin en 2050, pour réussir tes objectifs climatiques, tu vas avoir une très forte pénétration des renouvelables. Mais ça, en 2010, tu n'avais pas ce genre de scénario. De toute façon, on n'a pas trop le choix dans le sens, bon, de ce que j'ai vu, effectivement, les scénarios qui parviennent à tenir les 2 degrés avec, tout en raison gardant, bon, ils misent, enfin, ceux que j'ai vus un peu raisonnables, ils misent, effectivement, beaucoup sur les renouvelables, ils misent un peu sur comment dire, une réascension du nucléaire, mais voilà, les capacités quand même stagnent mondialement depuis une trentaine d'années. Bon, effectivement, s'il y a une relance de cette industrie-là, ça peut aider à décarboner. Voilà, très bien. Ouais. Alors après, on en a parlé dans d'autres épisodes où j'en parle souvent sur les réseaux sociaux, les technologies de on va dire, carbon dioxide removal, donc recapturer le CO2 dans l'air, mais bon, Voilà, qui sont ok. loin d'être au point et à mon avis, il ne faut pas trop compter dessus. Déjà qu'on arrive à capturer celui en sortie de cheminée de centrale à charbon, ce serait bien. Après, on verra pour Déjà, rêver ouais. de. Bon, déjà, ça, ce serait bien et c'est déjà euh, comment dire, un chemin tortueux, rien que ça, c'est déjà laborieux. Et puis, bah, on en reparlera aussi, mais la question de la maîtrise de la demande, parce que une demande d'énergie qui croît à l'infini, à un moment, c'est un peu la course en avant, et on aura beau installer toutes les renouvelables qu'on veut, à un moment, ça pourrait bloquer quand même. Effectivement, il y a je constate aussi hein, que dans les scénarios des chercheurs en énergie, en climat, où on arrive à limiter
le réchauffement climatique, oui, ils misent tous sur une part plus ou moins importante de décollage Voilà, plus ou moins importante. d'énergie renouvelable. Donc, ça, faut se rendre. Enfin, voilà, on a les solutions qu'on a. c'est ça. Voilà. La question. C'est Alors, ça. bon, tu soulèves beaucoup de questions, c'est super. Celle des métaux, celle du TRE, celle du stockage. Je propose de les prendre dans cet ordre-là. Effectivement, il y a une question des matériaux et des métaux. Donc, bon, on parle d'énergie diffuse, donc pas aussi concentrée que les énergies fossiles ou que l'énergie nucléaire. Donc, il faut aller chercher dans l'espace, donc aller chercher le vent et aller chercher le soleil. C'est consommateur de matériaux. Donc, par kilowattheure qu'on produit, c'est, je ne sais pas quoi, je vois 10 fois plus, 100 fois plus, peu importe, de matériaux en poids par kilowattheure produit. Il y a des chercheurs que tu connais bien, hein, Olivier Vidal, Emmanuel H, pour citer quelques Français, qui soulèvent un risque de métaux critiques, notamment cuivre et cobalt. Tu connais bien leurs travaux, tu échanges avec ces gens-là. Voilà, quelle est ta vision de comment lever ces freins potentiels, sachant que le cuivre ne sert pas que aux renouvelables, quoi. Donc, Voilà, c'est ça. voilà. Donc, bon, déjà, j'aimerais. Il faut déjà modérer quand même les propos que j'ai indiqués parce que on n'en est pas là. C'est-à-dire que on a des scénarios 2050 et on est censé énormément déployer les renouvelables. Mais si tu regardes les chiffres aujourd'hui, ça reste encore une part très minoritaire. Et donc, évidemment, enfin, la logique voudrait qu'on se déploie massivement. Et donc, très rapidement, on arrive dans des chiffres assez élevés. Et je dirais que c'est pas la logique tout de suite, d'accord? C'est une préparation qu'il faut faire. Donc, c'est pas demain qu'on a des pénuries de matériaux, c'est pas demain. Bien C'est sûr. dans une logique encore de scénario et de se dire, voilà, on va déployer ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, et ça on en parlera peut-être plus tard sur la sobriété, la transformation sociale, je veux dire, pour moi, les évolutions de marché que j'ai décrites ne sont absolument pas suffisantes pour pouvoir arriver à un scénario 2050 dans les temps. Je pense que c'est pas possible. C'est trop, tu vois, les ajustements de marché, ils prennent du temps. Et ça, d'ailleurs, le passé nous dit ça, d'ailleurs. Ouais. Le passé nous dit ça. Donc, même s'il y a une logique différente, que j'ai essayé d'indiquer, hein, avec des prix plus bas, une logique de remplacement, de contraintes environnementales, etc. Même s'il y a cette logique-là, on reste quand même voilà, dans un environnement systémique complexe où simplement les signaux de prix ne sont pas suffisants. Bien sûr. Voilà. C'est bien de le reconnaître, mais oui, tout à fait. Voilà. Donc, si on se met dans une démarche quand même, hein, de se dire, voilà là où on veut aller, et bien du coup, c'est pour ça que tu as beaucoup de recherches actuellement, qui se remettent à zéro, très honnêtement. Hein. Beaucoup de papiers, quand tu regardes, moi je regarde à peine des papiers en dessous avant 2018 quasiment. Tu m'as sensibilisé à ça aussi. Voilà. Attention à ce que tu regardes. C'est 2018, c'est déjà obsolète. Ah ouais, la vache. Ouais, c'est déjà très loin. Et dans tout, je veux dire, dans tout. Hein, c'est même pas. Voilà. Puisque beaucoup de chercheurs dans tous les domaines commencent à se dire, tiens, ben, il va y avoir des changements. Ils ne se disent pas, il y a des changements, c'est sûr que là, mais il va dire, il devrait y avoir des changements. Voilà. Okay. Donc, voilà. Donc, maintenant, sur les matériaux, évidemment, donc, bon, je connais modestement hein, les rapports d'Olivier Vidal et d'Emmanuel. Donc, c'est vrai que j'échange un peu avec les équipes d'Emmanuel. On ne va pas dire fréquemment, mais ça m'arrive quand même. Avec Olivier aussi, on s'échange, mais modestement, parce que donc j'essaie de comprendre un petit peu. Roger, ils font un travail formidable. Si tu veux, voilà, le problème des matériaux, il y a deux sujets, hein, d'accord. Il y a le sujet de la ressource et il y a le sujet environnemental. Il y a plusieurs sujets. Il y a la ressource, l'industrie et l'environnement, environnement/social, d'accord. Donc la ressource, je pense que à peu près tout le monde, d'accord, se dit, on a assez de matériaux pour réaliser notre transition énergétique, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en termes de quantité, parce que tu vois, la transition énergétique, c'est passer d'un état aujourd'hui où tu as des flux de pétrole, gaz, etc., à un état où tu vas avoir plus d'électrification et moins de fossiles. D'accord? Et donc, pendant cette phase-là des 30 ans, ou X, hein, je ne sais pas, tu vois, je disais, voilà, l'AIE dit il faut moins 55% de gaz,
moins 90% de charbon, moins 75% de pétrole. Et donc, et c'est ton énergie finale, hein, c'est très important de comprendre ça, ton énergie finale que tu remplaces, hein, ce n'est pas ton énergie primaire. Hein, l'énergie primaire et l'énergie finale, puisqu'il y a à peu près 2 tiers de ce qu'on consomme aujourd'hui, donc les flux de pétrole, d'extraction de charbon, dissipés en ils chaleur. sont en fait trois fois plus élevés que ce que tu vas avoir pour produire cette électricité, pour produire cette énergie. Parce que 2 tiers est parti en chaleur. Voilà, en chaleur. Et donc, ce que tu dois remplacer, c'est l'énergie finale. Donc, cette énergie finale, aujourd'hui, tu as tout ce système logistique qui existe sur notre planète d'extraction, à la fois de pétrole, etc., et de charbon. Donc, tu as des mines, tu as des bateaux, tu as des pipes, etc. Tu as toute cette infrastructure, cette logistique qui existe, et grosso modo, une très grande partie, voilà. Et en échange, donc ça va diminuer, et en échange, tu vas avoir des miniers qui vont faire des matériaux, tu vas avoir aussi un peu une logistique un peu différente, avec aussi des lignes électriques, d'accord? Et donc, tu as en fait cette sorte de remplacement. Est-ce que j'ai assez de quantité de matériaux pour changer mon infrastructure? Parce que ce n'est pas un flux, contrairement au pétrole, où tu vas, chaque année, tu dois absorber du pétrole et du gaz. Une fois que tu as ton infrastructure solaire, éolienne, etc., elle va durer X années, tu vois, et sur les réseaux aussi. D'accord? Donc, il y a cette phase, en fait, je dirais, de montée d'infrastructure, où là, tu vas beaucoup consommer, d'accord? Ah oui. Et tu vas mettre en place ensuite tout cet aspect recyclage, etc., pour qu'après, en fait, tu vas avoir une stabilisation, d'accord, de ça. C'est ça, ma compréhension, c'est à peu près ça. Alors, j'ai vu aussi les travaux d'Olivier Vidal, et bon, c'est que cette accélération des renouvelables dont on parle, donc pour tenir une trajectoire 1,5 ou 2 degrés, avant 2050, déjà, ça risque de se heurter à une question de criticité du cuivre, du cobalt, non seulement en raison de la question des ressources qu'on évoquait, donc les ressources connues, en gros, dans un scénario 2 degrés, on en consomme déjà une grosse partie de tout ce qu'on connaît actuellement. Alors, on va peut-être en découvrir de nouvelles, mais on a aussi une question de la teneur en métal du minerai qui baisse et de la consommation d'énergie nécessaire pour extraire et transformer ce minerai qui augmente de manière non linéaire. Et donc là, ça risque de coincer. Et il y a une question industrielle qui est un pays comme le Chili est supposé accélérer de manière très importante son industrie d'extraction de cuivre, notamment, pour fournir les matériaux nécessaires à cette transition énergétique. Donc ça, c'est une chose. Et qu'après, effectivement, une fois qu'on a mis toute cette infrastructure en place, je sais pas, vers 2050, 2060, peu importe, qu'on a fait ce truc, il ne s'agit pas de ad vitam aeternam extraire encore plus de cuivre parce qu'on va consommer 2 fois plus d'énergie en 2100 qu'en 2050 et donc c'est le serpent qui se mord la queue, mais recycler tout ce qu'on a déjà extrait de terre. Donc je pense qu'il faut être bien clair, c'est ça le projet d'un monde avec beaucoup de NR. Il faut être clair. Enfin, voilà, c'est un peu ça, sauf que tu as quand même des pertes énergétiques, d'accord, dans le recyclage. Et puis tu as aussi différentes durées aussi de vie. Alors là, vraiment, on est dans les domaines. Je partage ma modeste compréhension du sujet. Hein. Ton infrastructure, elle a différentes durées de vie, d'accord, hein. Donc, une batterie, c'est plus court que si je mets une éolienne. Donc, voilà, même une éolienne. Ouais. Et donc, enfin, on verra plus tard, mais donc, ou un panneau solaire en tout cas. Et donc, du coup, tu vois, c'est un peu un jeu où il faut modéliser tout ça quand même, d'accord. Donc, c'est pas, voilà. Donc, dans les modélisations qui existent, entre guillemets, ça passe. C'est pas génial, mais ça passe, d'accord. Je résume ça. Ça passe. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que j'en conclus aussi. Mais voilà, donc ça passe. Mais là où, par exemple, les activités sont extrêmement importantes de ces Olivier ou Emmanuel, c'est de comprendre, quels sont les points où ça peut poser problème. Donc, par exemple, il y a le déploiement industriel, parce que tu dois faire un déploiement gigantesque en très peu de temps. D'accord. Donc ça serait étrange, ce serait un miracle
que tout se passe bien, qu'il y ait exactement la demande, etc. Et d'ailleurs, on le voit déjà cette année, les prix des panneaux solaires, ils ont augmenté. Bah, pourquoi? Ah ouais? Parce que le polysilicone, bah, il y avait pénurie, Ah enfin, ouais. il y en avait moins, Ah d'accord? ouais. Donc là, les gens là qui commençaient à investir, bah, c'est l'année prochaine que ça va se desserrer. Mhm. Donc il y a des petites frictions, voilà, mais il faut voir quand même que voilà, alors, pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, ça se reflète dans les prix. Il n'y a pas des diminutions de problème. Et comme ça se reflète dans les prix et que toi, tu as fait un appel d'offres, par exemple, sur des très grands projets, je sais pas, ici aux Émirats, 2 gigawatts, si tu veux, typiquement. Mhm. Donc, tu as 2 gigawatts de projet. Bah, ton truc qui commence à augmenter un petit peu le prix, tu dis, ouh là là, attends, je vais attendre un peu, parce que pour gagner cet appel d'offres, tu as vraiment été, tu vois, tu as cassé tout, quoi, hein, tes Mhm. rentabilités, etc. C'est très, très faible. Donc, c'est vrai que ça ralentit les projets, les augmentations de prix. Hein, donc, ça ralentit la transition énergétique. Mhm. Donc, c'est pas bon. Mais voilà, donc, ça serait étonnant que tout ça se passe parfaitement bien, quoi, hein, entre guillemets. Ouais, ouais, non, non, mais D'accord. on Donc, sait tous les deux que voilà, l'affaire est compliquée. Ouais. 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 voilà, donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est un sujet d'impact environnemental et social, qui dit que, si tu veux, forcément, l'extraction sans impact environnemental, ça n'existe pas. Hein. Mhm. Dans cette période-là d'envolée d'infrastructures, si tu veux, comment réduire cet impact? Donc, évidemment, on en reparlera, il y a la sobriété, d'accord, hein, ça, Mhm. c'est un volet très spécifique. Mais il y a aussi, je dirais, une logique qu'on a vue dans le pétrole d'ailleurs. Quand tu vois au Mhm. début du siècle comment le pétrole a commencé à émerger, où les gars déversaient leurs bidons dans les fleuves voilà, pour voir des marées noires. C'était génial, tiens, des marées noires dans l'eau. Mhm. Donc il faut éviter ça. Il faut éviter de se remettre dans une logique d'extraction, on s'en moque, etc. Déjà, aujourd'hui, il y a une communication énorme qui est faite. Hein, donc, Mhm. on dénonce très facilement les choses. Donc, c'est pas facile de polluer sans être repéré rapidement. Mhm. Mais il y a cette logique-là, si tu veux, où voilà, il faut réfléchir à ce qui est une logique d'ensemble environnemental sur l'ensemble du secteur. Voilà. Et puis Ouais. après, tu as les aspects, le troisième aspect qui, on va dire, un peu géopolitique, où tu as certains minéraux, certaines matières qui sont plus localisées dans certains pays. Ouais. Voilà, donc bon, est-ce que ça peut amener des tensions ou pas je dirais, dans l'ensemble, quand même, les gens ont intérêt à vendre. Je veux dire, honnêtement, les gens ont intérêt à que ça se développe et intérêt à vendre. Je crois qu'on m'avait donné un exemple où le Japon avait mis une pression, la Chine avait mis une certaine pression sur un minerai il y a 10 ans, je sais pas quoi. Bon, Oui. ok, mais messieurs, choix technologiques qui ont été faits, d'accord? Mhm. Et ça n'empêche pas de les faire un peu évoluer. Si c'est quand même très flexible, hein, les énergies renouvelables. Hein. Et ça évolue beaucoup, il y a beaucoup de recherches. Mhm. Et donc, si tu veux, c'est pas comme si c'était, on se disait, bah voilà, tiens, le cobalt. Par exemple, en France, tu as déjà des batteries sans cobalt. Il faut bien avoir ça. Hein. Oui. Donc, Bon, j'ai entendu le euh, cuivre était peut-être un peu substituable par l'aluminium, qui est un métal moins voilà, mais après, tu fort auras, et aussi. Voilà, mais voilà, donc, je dirais, on n'en est pas encore là. De façon générale, c'est en fait, pour moi, je pense pour le secteur, c'est plus des points stratégiques. C'est-à-dire, comment éviter de se mettre, tu vois, comment diriger l'évolution, la recherche, etc., pour être dans une logique positive. Et la ouais. logique positive, c'est à la fois de faire baisser les prix, à la fois de limiter son impact environnemental, à la fois si tu veux, il y a des logiques aussi de relocalisation, si tu veux. Donc, par exemple, essayer de voir comment l'Europe, on peut ouvrir des mines ou pas, tu vois, parce que c'est Mhm. l'impact de la pollution, avec des nouveaux systèmes d'extraction. Donc c'est vraiment une logique, je dirais, de direction du secteur hein, qui est prise, où le secteur se dit, bah voilà les défis que j'ai à relever. Mais si tu veux, le secteur ne se dit pas, et les études ne montrent pas ça, ah bah tiens, c'est fini, tu vois ce que je veux dire? Ah bah Mhm. mince, en 2045, là, tiens, on va dans un truc. C'est pas ça. Et le secteur avance bien avec une vision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas d'études. Il n'y a pas, Mhm. allez, on construit, et puis vogue la galère, et puis on va voir comment ça. Non, il y a bien des gens qui font des recherches, des logiques technologiques, voilà, et qui disent, voilà. Alors, après, il y a plus ou moins du retard. Hein. Par exemple, on peut dire avec l'Europe, ah bah les gars, vous êtes un peu en retard sur les matériaux, tu vois, par rapport à la Chine, par exemple.
Donc, je ne dis pas que ça se fait, tu vois, que tout le monde est tu vois, on est dans une logique de monde parfait où tout le monde Non, mais bien sûr. fait toujours les bons choix, tu vois. Bien sûr. Mais le secteur avance quand même depuis 10-15 ans, tu vois, sur des sujets qui ont été identifiés, dans lesquels les gens font des recherches beaucoup, comme tu vois, c'est mondial, hein, ce truc-là, tu vois, tu as plein de marchés différents, les États-Unis, l'Inde, le Japon, la Corée, tu vois, l'Europe, l'Australie, tout ça, ce sont des marchés différents, avec des mix énergétiques différents et des contraintes, tu vois, de développement différentes. Et avec des ressources différentes, tu vois, que ce soit offshore, que ce soit voilà. Et Bien donc sûr. tous ces gens-là réfléchissent à différents moyens d'optimiser leur mix énergétique et d'optimiser l'intégration des renouvelables, Oui, d'accord? bien sûr. Donc tu as vraiment un foisonnement de recherche sur ces sujets qui est extrêmement important quand même, hein. Ça va bouger. Voilà, j'aime bien aussi ton approche pragmatique, qui se berce pas d'illusions, qui dit, reconnaît qu'il y a des points potentiels de complications, qui bon an mal an, il faut bien qu'on avance. De toute façon, on n'a pas le choix. On a les solutions potentielles qu'on a à disposition. Donc voilà, après, à partir de là, on ne peut que essayer de travailler dessus et de faire au mieux. OK, sur la question des métaux, qui nous a aussi permis d'aborder beaucoup d'autres questions qui sont liées. De toute façon, on est dans un système complexe. La question du taux de retour énergétique, si on passe un peu rapidement dessus. Alors, Oui. pour ceux qui ne sont pas des geeks quotidiens de ce genre de notion, le taux de retour énergétique, c'est l'idée de l'énergie qu'il est nécessaire à investir pour obtenir une énergie utile à la sortie. Une grande question étant, est-ce que le taux de retour énergétique des renouvelables est suffisamment élevé pour soutenir notre civilisation? Est-ce qu'il est potentiellement plus élevé que les énergies fossiles? Et alors là, dans les recherches, ça va du tout au tout, quoi. Alors, d'un côté, certains papiers qui sortent, le taux de retour énergétique du solaire, il est compris entre 20 et 50, meilleur que ça n'a jamais été pour les énergies fossiles, etc. D'un autre côté, une autre étude qu'on pourra partager, que tu connais bien, Karim, qui dit oui, mais une fois qu'on élargit le périmètre, d'ailleurs, cette notion de TRE est très traître en termes de méthodologie, c'est-à-dire c'est bourré de ce genre de choses. Si on change le périmètre d'analyse, qu'on va un petit peu plus, considère le système plus énergétique plus étendu, évidemment les calculs changent. Donc une autre étude de Capellan Pérez qui fait état d'un taux de retour énergétique du solaire qui tournerait autour de 2. Donc là, on ne soutient pas notre civilisation avec ce niveau-là, puisqu'on on s'épuiserait en termes énergétiques pour produire de l'énergie. C'est-à-dire, on engloutirait énormément d'énergie, beaucoup trop d'énergie pour produire de l'énergie. Voilà, donc on a en gros un intervalle entre 2 et 50. Bon, non, mais c'est plus compliqué que ça, bien sûr. Je partagerai les études et tout, c'est plus compliqué que ça, mais toi, ce que je t'entends dire, c'est bon, tout ça, c'est très bien et tout. Bon, en attendant, les progrès techniques font que le TRE du solaire est en train d'augmenter. Hein. Oui, Toutes choses ça, égales c'est par sûr, oui. ailleurs, voilà, il est en train d'augmenter. Est-ce que tu peux peut-être élaborer un peu sur ce point? Oui, alors bon, donc, ouais, il faut comprendre que ces sujets-là, comme je disais, tu vois, on se place dans une logique de monde qui va changer, quoi. D'accord? Et je ne dis pas de la vitesse, est-ce que on va être à 2050, déjà, je dis juste qu'il y a enfin, en tout cas, ma logique, c'est de me placer dans une logique où on essaye, où on fait cette transition énergétique, d'accord? Qui n'est pas la seule chose qu'on doit faire, d'ailleurs, hein, pour résoudre nos problèmes. Mais je parle juste de la partie énergétique, d'accord? Donc, on est dans cette logique où on peut le faire, d'accord? Donc, du coup, un EROI qui est en fait un ratio, alors pareil, là, moi je ne suis pas chercheur hein, sur ces sujets, donc je ne pas trop de bêtises, mais c'est quelle est l'énergie qui rentre dans ton système et qu'est-ce qui en sort, d'accord? Donc, grosso modo, la logique d'un EROI, elle est double. Il y a deux logiques. La première, c'est que c'est une logique de pétrolier, d'accord? C'est-à-dire, mon oil field, mon champ pétrolier, là, oh là là, celui-là, j'ai plus d'énergie que je dois mettre dedans pour extraire mon pétrole. Donc, il est moins bien. D'accord? Donc, le ROI, c'est très bien pour comparer mes champs pétroliers. C'est parfait pour ça. Bon, maintenant, donc parce que tu vois, plus tu vas rechercher profond, plus, etc. Donc, plus tu vas Dans les sables dépenser de bitumineux du l'énergie. Donc, Canada, le TRE est absolument. voilà, voilà. Là, c'est. Voilà, donc c'est Voilà, bon, exactement ça. Et c'est ce qui explique que nos EROI, donc taux de retour énergétique, baissent. Hein, parce que c'est normal, on épuise nos gisements. Donc, Ouais. On va forcément, d'abord notre chercher les civilisation. gisements
TRE élevé, Voilà. et là, on en est à exploiter des gisements Voilà. pétroliers à TRE de plus en Voilà. plus. Donc, Là, c'est voilà. Donc, très notre civilisation, solidement voilà, notre démontré. civilisation industrielle, elle a qui baisse pas. C'est normal. Bon, maintenant, oublions ça, mettons-nous dans les renouvelables. Mhm. Donc, je vais comparer un panneau avec un autre. D'accord? Mhm. Mhm. Donc, voilà, il y a un panneau. Alors, là, les renouvelables, c'est l'inverse. Le truc, il augmente. Pourquoi? Parce que c'est vrai que sur les gisements de matériaux, euh, on va devoir aller chercher des concentrations plus faibles, donc dépenser plus d'énergie, etc. Mhm. D'accord? Qui est contrebalancé aussi avec l'évolution technologique, etc. Mhm. Même, on va dire, sur la partie purement matériaux, d'accord? Bon, là, a priori, ça devrait baisser quand même, tu vois, a Mhm. priori. Hein, l'évolution technologique ne va pas tout absorber, d'accord? Non, Mais ouais. par contre, c'est sur des technologies qui sont très récentes, c'est-à-dire qui sont en plein boom. Où, là, je viens de te dire que déjà sur 10 ans, on a prévu que de une cellule, ça va diviser par 2, par 6, etc. Les besoins de matériaux, voilà. Et puis, il y a aussi des études qui sont faites qu'on a grosso modo besoin de, je crois qu'il y a une baisse de 10% d'énergie en moins par volume, par doublement de capacité sur ta production d'un panneau. Là, je parle sur la production, pas sur l'extraction, d'accord, et sur tout ce qui se fait après, d'accord. Ouais. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est la production, ce qu'on appelle un wafer, puis la cellule, puis le panneau, etc. D'accord? Parce qu'il y a différents matériaux qui sont associés. Donc tu as des améliorations technologiques. Aujourd'hui, c'est toujours actif. C'est très actif, en fait. Très actif. Mhm. Et donc, grosso modo, dans des technologies nouvelles, c'est normal que ton ROI il augmente. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est juste, je parle juste sur la partie panneau. Donc, Mhm. tu vas comparer un panneau à un autre et tu vas dire, ah, bah, celui-là, il est mieux. Par exemple, Perovskite, typiquement, tu vois, une nouvelle Ouais. technologie. Ah, bah là, elle a un ROI meilleur. Ouais. OK. Mais le problème, donc ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il disait, je passe les problèmes méthodologiques, d'accord, de savoir exactement quel est le Mais bon dans les chiffre. grandes lignes, je te suis. Ouais. D'accord, mais pour l'instant, mais le problème, c'est quand tu changes de technologie. Parce que c'est pas la même et que tu te dis, est-ce que ma société est tenable? D'accord? Mhm. Là, en fait, tu prends un indice, tu te dis si ton champ pétrolier est bien, et puis tu en fais un truc sociétal. Est-ce que ma société. Voilà. Mais là, c'est un problème parce que ta société qui développe des renouvelables, c'est pas ta société qui est basée sur du pétrole, tu vois. Mhm. C'est Mhm. une société qui est très différente. Bah, bien sûr. Ouais. Voilà. Et donc, la question, c'est quel est le modèle, quelle est comment dire, la formule, quoi, le calcul que tu vas faire pour dire que ta société n'est pas soutenable. Donc, Mhm. ce qu'on te dit, en fait, c'est de dire que le fait que tu dépenses de l'énergie X et que tu en redonnes Y, en fait, le delta n'est pas suffisant. Soit tu consommes trop d'énergie pour en produire, Ouais. ou soit tu n'en produis pas assez. D'accord? Mhm. Donc, c'est un peu l'idée du renouvelable, diffus, je ne veux pas en produire assez, etc. D'accord? Mhm. Mais le problème, c'est que euh, qu'est-ce que tu mets dans l'énergie qui a été nécessaire pour produire ton panneau ou ton champ pétrolier? Je donne un exemple. Mhm. La R&D, toute ta R&D, là, tous les millions de gens là, qui travaillent dans le monde Oui, là, qui et vont qui bosser font le de la matin. R&D, OK. Ok, voilà, ouais. qui vont bosser le matin, etc. Tes champs pétroliers, tes tubes, tes machins, etc. Donc quelle est l'énergie, d'accord, qui est dépensée pour pouvoir produire cette énergie? Et là, tu tombes dans des trucs qui sont incroyables. Et donc, la seule réponse, la seule modélisation à faire dans ce cas-là, c'est des trucs comme on en avait parlé d'ailleurs, de World 7, tu vois, le truc de Limit of Growth, tu Ouais. vois, le Oui, le modèle là. rapport Meadows. Voilà, voilà. Donc le modèle qui dit, donc, tu vois, j'ai tous mes éléments là, et puis je regarde si ma société, elle s'effondre ou pas. Bon, bah, en Mhm. Europe, par exemple, donc aujourd'hui, donc, au début, c'était, maintenant c'est World 7, d'accord? Donc Mhm. c'est devenu avec, je sais pas, il y a 60 secteurs, tu vois, c'est vraiment maintenant. Tiens, avant, tu sais pourquoi il y a 8 scénarios dans Limit of Growth, il y a 8 scénarios parce que, grosso modo, ça prend 8 semaines pour faire tourner un scénario à l'époque. Hein. Ah oui. Ton ordinateur, ça prend 8 semaines. Donc,
tu appuies sur Enter, tu vois, et Ouais. puis bon, bah, après, tu fais ta vie, je sais pas, tu vas te marier, je sais pas, tu as un enfant, et Et puis tu tu reviens reviens, quelques semaines plus tard et la tu as société un s'est scénario, effondrée. tu vois. Tu vois, tu as un scénario, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu 8 scénarios. Donc, aujourd'hui, on sait faire des calculs plus rapidement. Donc, en Europe, on a un truc qui s'appelle Locomotion, qui fait un peu ce truc-là, d'accord. Donc, alors moi, je suis un des référents techniques de ce truc-là. Si on me pose des questions sur les renouvelables, tiens, Hum, l'extraction. Donc, par exemple, ce que tu viens de me dire sur l'extraction, tiens, comment on fait, ou le lavage des panneaux. Tiens, combien d'énergie je dépense pour laver des panneaux? Est-ce que je dois prendre de l'eau, etc. Voilà. Donc, modestement, des fois, j'apporte un peu de contribution là-dessus. Voilà. hum. Donc, c'est ça, savoir si ta société, elle tient ou pas, c'est d'avoir, déjà, premièrement, ce n'est pas du renouvelable. En 2050, tu n'as pas que du solaire et de l'éolien, ou des batteries d'ailleurs. Hum, Hein, puisqu'il y a 75% de pétrole en moins, tu as 25% de pétrole. hum. Puisque tu as 55 gaz, tu as 45% de gaz. Tu as 10% de charbon, tu as du nucléaire aussi, 7, 8, etc. Et qui dépend en plus du pays. Parce que, tu vois, si par exemple, je te mets sur en Chine, ton panneau solaire en Chine, ben, en Chine, elle fait du nucléaire. Donc, ton environnement mix énergétique en Chine qui soutient un produit de panneau, ce n'est pas un truc où tu n'as que des panneaux et de l'éolien et du solaire qui produisent quelque chose. D'accord. Donc, et puis tu as de la biomasse, etc. Donc, si tu veux, la question d'un effondrement énergétique, aujourd'hui, la façon dont c'est modélisé, c'est soit un truc, je dirais, extrêmement académique, qui est du type World 7. Alors, je parle de Locomotion, puisque c'est bon, c'est notre truc européen, d'accord. Donc, le Locomotion, où là, bah, tu vois, c'est extrêmement compliqué. Je te laisse imaginer les paramètres. Tu vois, s'il y a 60 industries, tu vois, 60 secteurs, qui sont donc ta consommation, qui donne, etc., l'évolution de la population, etc. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, qu'est-ce que tu retiens de ces scénarios? Ces scénarios, ils ne sont pas là pour prédire l'avenir. Tu vois, ils sont plus là pour, encore une fois, comme les travaux sur les matériaux, comme les travaux sur autre chose, se dire quelles sont mes orientations stratégiques. Par exemple, les bonnes informations, typiquement, c'est, bah, je sais pas, combien de taux il faut recycler, à quel Ouais. horizon, à quel ceci, tu vois, essayer de réfléchir un peu à l'impact que ça peut avoir sur le politique. Donc, soit tu as ça, ou soit tu as des scénarios, je dirais, en exojoules, c'est-à-dire en disant, voilà, l'énergie dont j'ai besoin. Donc, par exemple, là, typiquement, c'est le rapport de l'AIE, par exemple. D'accord, hein, mais ça, il y a beaucoup de scénarios. Il y a des scénarios nationaux et internationaux où tu dis, bah, voilà les hexajoules dont j'ai besoin, c'est-à-dire l'énergie utile que j'ai besoin pour la société, dont j'ai besoin pour la société, et quel est mon mix énergétique derrière qui me permet d'assurer ça. D'accord. Donc là aussi, il y a aussi quand même pas mal d'hypothèses, d'accord, puisque l'évolution de la population. Donc récemment, il y a eu un rapport quand même qui dit qu'on va avoir un pic de la population en 65 apparemment, d'accord. Donc pas en 2100, et ça, on verra. Tant mieux, hein, c'est les bonnes nouvelles. Ça, c'est les bonnes nouvelles. On va plus vers le 11 Ça dépend aux milliards, yeux on de va vers qui. les Bon, bref. 8 peut-être. Non, la bonne nouvelle, c'est la partie de la croissance. Tu vois, on ne dit pas qu'il faut que voilà, il y ait moins de gens, il faut juste que la croissance. Ouais. Donc, Faut bien que ça s'arrête un jour. Bon. voilà, bon. Donc, il y a quand même des hypothèses assez compliquées hein, sur ces modélisations, mais grosso modo, euh, ça, ça passe, quoi. Tu vois, les modèles disent c'est possible. Et c'est possible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Je veux dire, quand tu regardes, par exemple, le développement des renouvelables, et encore une fois, là, parce que bon, c'est mon secteur, donc je parle des renouvelables, mais c'est pas que les renouvelables, on est d'accord. Hein, c'est l'électrification, c'est les transports, Bien il sûr. y a toute une logique Ouais, et puis derrière. les modes de vie qui vont avec. Voilà, et ça, on va en parler justement, j'imagine, la sobriété, la transformation, c'est très important. Je pense qu'il faut arrêter de penser que mettre des capacités renouvelables, ça va sauver notre planète. Ça ne marche pas du tout comme ça. Les gouvernements, il faut. Mais je pense qu'honnêtement, ça évolue dans le bon sens. Hum. Mais typiquement en 2005 ou 2010, notre politique était de dire on va faire du renouvelable. Bah non, tu ne vas pas faire du renouvelable, c'est compliqué, c'est intermittent. Non, je comprends. Voilà, ça, Justement, bon, on en sur reparlera, mais l'intermittence, voilà. parce qu'on a, bon, on a une dizaine de minutes pour parler d'intermittence et de sobriété, donc on va essayer de faire 5 et 5, mais peut-être rapidement sur l'intermittence. Alors, bon, c'est déjà un débat très, très, très nourri. Moi, un peu ton point de vue global, systémique sur l'affaire. On va dire, bon, vous avez des ordres de grandeur que j'ai en tête. Le facteur de charge du solaire photovoltaïque, c'est de l'ordre de 10-15%. De l'éolien onshore, donc terrestre, 20-25%, et de l'éolien offshore, 40-50%. Je suis peut-être gentil. Non, c'est pas mal.
Bon, facteur de charge pour vulgariser de manière maladroite, pour ceux qui, ça veut dire le pourcentage du temps pendant lequel ça tourne. C'est pas tout à fait ça, mais en gros, un panneau photovoltaïque va tourner 10-15% du temps plein tube. C'est pas tout à fait ça parce que c'est étalé sur l'année, mais c'est l'idée, quoi. C'est l'idée. Je ne sais pas comment le vulgariser mieux que ça, en fait. Parce que le facteur de charge, c'est une donnée importante. Non, la question, c'est comment est-ce qu'on… Alors, est-ce qu'on est obligé de coupler ça avec du gaz déjà, c'est ça. Hein. Et pour se passer de gaz, est-ce que la seule solution technique qu'on puisse envisager aujourd'hui avec les meilleures connaissances à notre disposition pour se passer de gaz, qui est une énergie moins carbonée que le charbon, mais quand même, c'est pas bon, on aimerait bien éviter. Non, et pour s'en passer, est-ce qu'on n'est pas contraint de reposer sur le stockage hydrogène à échelle industrielle? Donc, c'est théoriquement possible, mais voilà, c'est une nouvelle industrie. Et il faut produire cet hydrogène pour pouvoir lisser voilà, stocker quand il y a trop de soleil et qu'on n'a pas besoin d'autant d'électricité et relâcher cette. Donc voilà, l'hydrogène aurait des propriétés de stockage quand même intéressantes par rapport aux batteries électriques qui paraissent quand même très difficiles à passer à l'échelle par rapport aux besoins d'électricité qu'on a. Qu'est-ce que tu penses de différentes perspectives donc pour remédier au problème de l'intermittence? Et toi, c'est quoi ta perspective à toi? Okay. Bon, déjà, pour recadrer le débat sur ces sujets, il faut penser système énergétique, d'accord? C'est-à-dire que c'est très bien le facteur de charge du solaire, 10%, 15%, peu importe, l'éolien, etc. Le sujet, c'est en fait, tu as un réseau électrique, d'accord, qui est déjà, qui peut être soit, alors je prends le cas de l'Europe, d'accord, hein, on ne va pas faire tous les pays, toutes les zones. Prenons le cas de l'Europe, par exemple. Donc, déjà, soit tu raisonnes européen, mais ça voudrait dire qu'il y a une politique européenne, ce qui je ne crois pas soit le cas, ce qui n'est pas le cas. Donc, mais il y a quand même une coordination des opérateurs électriques, donc il y a quand même une réflexion européenne. Hein, voilà. Et puis, il y a le réseau français. Donc, le réseau français, c'est des lignes, c'est de la consommation qui va être des voitures électriques, qui est de l'industrie qu'on va électrifier. Et donc, est-ce qu'ils ont besoin H24, est-ce qu'ils ont besoin plus loin, etc. À quel moment, qui est ton chauffage, qui est ta théière. Tu vois, j'ai vu passer un post. Voilà, quand il y a le match de foot, là, donc en Angleterre, il y a des théières. Quand il y a toutes les théières tournent en même temps, c'est ça? Attention, il y a des théières. Donc, voilà, donc tu as cette demande-là. Tu as différents outils de production d'électricité, hein, donc en France essentiellement du nucléaire, mais tu vois, petit à petit, tu as des éoliens, etc. Donc, comment tu raisonnes là-dedans, hein? Il ne faut pas avoir une approche dogmatique, au sens de dire ah bah attends, son facteur de charge. Non, tu as un modèle, d'accord, qui modélise ton réseau, et tu te dis qu'est-ce qui fait le sens, d'accord, parce que chaque actif, elle a un intérêt ou pas d'intérêt, tu vois, c'est-à-dire, enfin, elle a des plus et des moins, c'est-à-dire, je sais pas, pour le nucléaire, tu vas avoir l'été, c'est plus compliqué, tu vois. Il y a des pannes, donc tu ne sais pas trop, ça peut durer un peu de temps. En même temps, c'est une énergie quand même pilotable. Tu vois, ton solaire, il n'est pas pilotable, mais il est moins cher. Enfin, tu vois, donc tu vas avoir tous ces facteurs différenciants qui sont propres à chaque outil, que tu mets dans un modèle et tu regardes comment ça s'équilibre et qu'est-ce qui fait sens. D'accord? Donc, c'est ça la logique essentielle d'une politique énergétique. Elle n'est pas de dire ah, mais parce que ton facteur de charge il est de 15% sur le solaire, bah, c'est pas bien. C'est pas ça. Parce qu'il y a un facteur de charge, mais en même temps, je peux le mettre quelque part sur mon réseau, mais en même temps, il a un prix X, et en même temps, il a un profil de production Y, tu vois, par exemple, typiquement en été, par exemple, voilà, je produis plus en été, tu vois, donc est-ce que c'est un intérêt ou pas, tu vois, etc. D'accord? Donc, il y a cette logique d'ajustement entre les différents outils de production qui fait que, je dirais de base, c'est pas évident de se dire que si tu n'as pas le modèle en tête, d'accord, et de ta consommation également, tu vois, de ça, c'est pas évident de se dire ah bah tiens, il faut plus de ceci, plus de cela. Enfin, moi, par exemple, sur le modèle, je suis incapable de te dire ça. Je suis incapable de te dire une politique énergétique en France sans un modèle et sans tout un tas de gens et d'études. Je suis incapable de dire ah bah, il faut 30% de solaire. C'est pas possible. C'est impossible. Donc déjà, il faut rentrer dans cette logique-là. D'accord? Ok. Sur un réseau. Et si en plus, tu réfléchis,
faudrait faire ça, en fait. Hein, c'est ce qu'il faudrait faire. De se dire, je suis sur un réseau européen. Alors là, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'en Europe, j'ai des méga batteries qui s'appellent de l'hydraulique. Tu vois? Et donc en Norvège, etc. Donc, tu as toutes ces lignes de transmission qui sont en train d'être construites, ou soit qui sont construites d'ailleurs, il y a des projets qui sont en train de se finir là, où en fait tu vas petit à petit intégrer ta plateforme, qui est non pas que pour des effets de foisonnement en énergie renouvelable, mais pour qu'il y ait une optimisation possible de ton coût de kilowattheure et des investissements au niveau d'une plaque européenne. Ouais. Alors, on n'en est pas là, hein, on n'en est pas là, mais c'est bien ça la logique, tu vois, dans laquelle il faudrait tendre idéalement. D'accord? Je trouve que Et donc, ouais, ok. Non, alors, parce qu'il faut qu'on s'en tienne là, faute de temps. Ce que je trouve, non, c'est intéressant, cette logique-là qui permet de poser la question différemment que de la manière dont je l'ai posée, qui était soit couplé à du gaz, soit développer du stockage d'hydrogène. voilà, c'est des voies, enfin, je t'entends pas non plus c'est pas évident rejeter parce que ça, tu vois, mais voilà. tu dis il faut aussi penser différemment globalement le système, et la question va au-delà de ce que j'ai juste soulevé. C'est pas un backup, si tu veux, c'est pas j'ai de l'intermittence, donc j'ai un backup gaz. Tu vois, c'est une gestion d'ensemble, d'accord? Ouais. Maintenant, il faut rester aussi crédible sur un sujet comme ça. C'est-à-dire que, évidemment, il y a du gaz, tu vois, je veux dire, s'il y a ton réseau, s'il y a 70% d'intermittence, d'accord, de renouvelables, et que tu vas traverser tes 3 semaines, tes fameux 3 semaines là, de sans vent avec peu de soleil, tu vois. Bon, bah là, il va falloir faire quelque chose. L'énergie, elle ne va pas être par miracle. Tu vois, elle va pas venir par miracle. Donc, Je quelle veux est la bien logique derrière? qu'on rationne les gens, Voilà, qu'on coupe l'électricité nationalement et tout, mais il faut bien quand même que les voilà, pendant hôpitaux, 3 semaines, les voilà, commissariats, les ça va supermarchés être tournent, génial. sinon on meurt. Non, Voilà, mais donc, juste, alors, peut-être pour conclure sur les questions de sobriété, parce que c'est aussi alors, il faudra en faire toute une autre émission, et puis on pourra peut-être aussi en reparler dans un autre épisode, mais je t'entends aussi en parler, en disant, mais c'est aussi des conclusions de gens comme Olivier Vidal, qui disent, cette transition énergétique, il faut bien la faire. Par contre, voilà, dans mon modèle, ça passe ric-rac, mais ça passerait un peu mieux si on était sobre, on va dire. Donc, je pense qu'il y a un peu cette notion-là. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en partie, on adapte nos comportements à de l'intermittence? Est-ce que ça veut dire qu'on adapte nos comportements à consommer un peu moins d'énergie, à de la mobilité douce électrique? Enfin, je pense qu'il y a un petit peu tout ça dans l'équation. Il y a énormément de possibilités. Voilà, adapter sa consommation à la maison. Après, bon, il y a quand même des usages vitaux, santé, transport, nourriture, il y a des questions il faut bien y subvenir, mais je pense qu'il y a, dans cette équation, il y a aussi, alors on parlait de scénarios de chercheurs tout à l'heure et tout, mais certains appuient plus que d'autres sur le levier de la sobriété, donc j'invite les gens à regarder un scénario comme le scénario LED, qui est ambitieux en termes de sobriété, mais qui a au moins l'avantage de ne pas attendre plus de miracles technologiques qu'on en a déjà à disposition. Donc la capture du CO2 dans l'air, etc. Voilà, on peut fonctionner sans. Avec les technologies à disposition et une maîtrise de la demande à échelle mondiale, et sans refuser le droit aux pays en développement de se développer, c'est leur droit le plus fondamental. Voilà, des standards of living, donc une qualité de vie quand même bonne pour l'ensemble de l'humanité, où il va effectivement falloir que les pays fortement consommateurs revoient certains standards sans pour autant retourner à l'âge de pierre, mais entre guillemets, ça passe aussi. Qu'est-ce que toi, enfin à nouveau sur cette question de sobriété, quelle est ta perspective? mais, je peux prendre l'exemple de l'Inde pour comprendre la sobriété, ce que ça veut dire. Si l'Inde se dirige exactement sur les mêmes modes de développement que nous, on a fait dans le passé, qui sont typiquement représentés par l'Agence internationale de l'énergie, par exemple, dans ses rapports, ça veut dire un quadruplement du PIB d'ici 2040, et ça veut dire que 2 tiers des bâtiments n'ont pas encore été construits qui existent en 2040. 2 tiers sur une population d'1 milliard et quelques. Et donc, c'est vertigineux quand tu vois tous ces chiffres-là. Et donc, se dire que on va remplacer notre système énergétique et tout va bien se passer, à mon avis, on est en plein rêve. Hein. Enfin, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, je crois. Et donc, en tout cas, on prend un risque, en tout cas en faisant ça, qui me paraît, qui n'est pas nécessaire. Et pourquoi il n'est pas nécessaire?
Parce qu'il y a bien cette logique aujourd'hui, déjà dans la transition énergétique, de dire, déjà pour répondre à l'intermittence, par exemple, je dois caler ma demande et la production. Mhm. Et donc, il y a toute une partie, je dirais, de la technologie qui est l'adéquation de la demande. Au sens où, alors ça va très loin, ça peut aller par exemple sur des processus de calcul des ordinateurs. Hein, Google change les moments où ça va calculer pour consommer de l'électricité. Tu vois, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, tu consommes de l'électricité, donc tu fais des calculs et donc tu consommes de l'énergie à des moments où tu t'es calé sur tes renouvelables. Mhm. Et donc, en fait, une société quand même qui dépend beaucoup des renouvelables, c'est une société qui essaye de mettre en adéquation cette demande et cette offre. Et donc, il y a une logique quand même de baisse de la consommation qui est assez forte. Plus ton taux de pénétration en fait de renouvelables est élevé, plus tu te dis, voilà, mais ça va pas, je vais pas faire n'importe quoi. Tu vois. Mhm. Et donc, Intéressant, ça veut hein. dire Ouais, ouais. que ton chargement de ton électricité de ta voiture, il faut le faire à un certain moment. Et ça. Donc, il y a toute une logique où technologiquement, les gens vont se dire, bah, il faut quand même le moins possible en consommer de l'énergie. Donc, ça veut dire que ta batterie, il faut qu'elle soit optimisée. Voilà. Donc, toutes ces consommations énergétiques, un monde de renouvelables, le but, c'est de le diminuer énormément. D'accord. donc, donc, il y a bien, je dirais, une adéquation entre une réflexion globale, je dirais, qu'il faut qu'on ait tous, à se dire, bah voilà, il faut, et ça rejoint un peu la transformation sociale, parce que si tu veux modifier des comportements, donc il y a à la fois un comportement individuel qu'on a, bien sûr, mais c'est aussi l'État qui nous prépare un monde sobre. Alors, par exemple, c'est de l'infrastructure. D'accord. C'est-à-dire que si tu veux faire du vélo, c'est un développement urbain, c'est de l'infrastructure. Donc, typiquement, d'ailleurs, un monde sobre, euh, au début, il n'y a pas forcément de baisse. Parce que tu vois, il y a une logique de BTP, il y a une logique, etc. Donc, avant que toutes ces infrastructures-là soient mises en place, tu Mhm. dois mettre un investissement nécessaire qui ensuite, après, t'amène à la sobriété. D'accord. Et Mhm. donc, toutes ces pans d'action, ils sont un peu. Voilà, donc, cette logique de transformation sociale, et cette logique de transition énergétique, je trouve qu'elles sont elles marchent main dans la main, d'accord. Par contre, il faut qu'il y ait une réglementation qui permette de faire que ça marche main dans la main. Or, encore une fois, je parle encore une fois de ces timings parce que c'est très important. Les gouvernements, ils apprennent sur le tas. Mhm. Tu vois, tiens, ah bah, il y a ceci, cela. Et donc, ah bah, il faut être sobre ici. Ah bah voilà, tiens, il y a de l'intermittence. Tiens, il y a ceci, etc. Et le gouvernement, les États, ils prennent du temps quand même. Hein. On voit qu'il y a un décalage. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est une industrie, jusqu'à présent, qui a tiré cette transition énergétique, d'accord, en Mhm. baissant les prix, en développant, etc. Et l'État qui court un peu après, tu vois, qui réglemente. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu récemment un article où les gars de la Commission européenne disaient on est en plein burn-out. J'ai des documents comme ça à donner. Voilà. Et donc il y a cette cour. Donc, il faut qu'il y ait cette logique, je dirais, nous tous, en fait, qu'on se mette dans une logique de dire que la sobriété, c'est pas une punition, c'est pas un monde dans lequel j'ai des contraintes au sens qui vont m'impacter, ça va m'impacter dans ma vie, mais ce n'est pas forcément une impact négative, puisque c'est simplement une modification, je dirais, de mon système énergétique, de ma logique d'infrastructure, etc., qu'on a tous à bâtir. Tu vois. Ce Et sont le renouvelable, là-dedans, est très. Moi, je suis assez déterministe en matière énergétique. La manière, enfin, l'énergie qu'on a à disposition et les quantités qui nous sont disponibles déterminent en grande partie nos comportements. Et donc, cette piste de réflexion qui est, à mesure que le taux de pénétration des renouvelables augmente, ça va forcément aller de pair avec une transformation des modes de vie. C'est quelque chose sur lequel tirer le fil. Je n'ai pas beaucoup, enfin, j'ai pas toutes les réponses à ça, mais je pense que personne ne l'a. Mais je trouve que c'est un point intéressant à observer. C'est ce que j'ai envie de. C'était mon point. Mais ça ne Mais sera écoute, pas dans les temps avec la réglementation, sans une réglementation forte. C'est que cette transformation sociale, cette question de sobriété, cet alignement avec les renouvelables, les évolutions technologiques, etc., il faut qu'on arrive à mettre tout ça dans une même logique, en fait,
pour bâtir des plans qui soient cohérents entre Ouais. secteurs. Écoute, merci beaucoup, Karim. C'est vraiment passionnant. On mettra quelques liens en dessous de la vidéo pour des gens qui ont envie d'explorer. Et puis, bah, on se reparlera très probablement sur les réseaux, on partagera des articles, on en débattra. Merci beaucoup pour ce moment. Et puis, je te dis à bientôt. Ok, merci Cyrus. Au revoir. Ciao.